Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Summer Show pour l'actualité technologique et informatique un petit peu de la semaine. Comme d'habitude, on va commencer par des news un petit peu plus open pour un maximum de personnes, et puis on finira avec des choses un petit peu plus techniques. Précision, comme d'habitude, tape des matières dans la description, comme ça pour aller directement vers le sujet qui vous intéresse le plus. Donc, commençons. Alors, de tout ce qui est sorti un petit peu, donc, je vous rappelle, il y a eu le World Mobile Congress le mois dernier. C'était un événement où pas mal de téléphones sont présentés. Il y a eu le Galaxy S9 présenté. Je pense que vous avez déjà tous vu à peu près tout ce qu'il y a à savoir dessus. D'ailleurs, il commence à être livré chez les gens. Donc, il était en précommande avant. Donc, il commence à être livré vraiment chez les gens. Donc, on commence à avoir les vrais reviews aussi de gens qui n'ont pas forcément eu par Samsung. Donc, ça permet de voir vraiment tout ce qu'il y a à propos du téléphone. Mais il y a aussi un autre truc globalement qui est sorti du Global World Mobile Congress. Non, c'est Mobile World bref, de ce truc là, c'est que pas mal de constructeurs ont pris un petit peu trop d'inspiration d'Apple pour je ne sais quelle raison, parce que alors il y a des choses qu'il faut s'inspirer d'Apple: qualité de construction, qualité de logiciel, software, les mises à jour, même sur des très vieux téléphones. Ça, il faut prendre. Ça à apprendre. C'est des bonnes choses. Par contre, ce que la plupart des constructeurs, apparemment cette année, ont retenu le plus, c'est le notch, la petite bande sur l'iPhone X, qui apparemment va être d'abord sur l'Asus Zenfone 5, Asus, what the fuck, le diverses marques, Huawei qui va en faire un, Oppo, et LG. Oui, LG. Déjà qu'ils avaient un petit peu du mal au niveau téléphone, surtout au niveau de leur écran qui avait pas mal de problèmes. Maintenant, ils font ça, quoi. Et j'ai juste envie de dire, pourquoi les gens copient cette chose? Alors, je comprends en partie pourquoi. La raison principale, c'est tout simplement pour avoir un écran plus grand. Dans le cas de l'iPhone X, c'est plutôt bien géré, parce que quand vous regardez l'iPhone X, l'écran va vraiment jusqu'au bord de tout le téléphone. Même si le bord de ce téléphone est un petit peu épais à mon goût, selon moi. Le problème, c'est que la plupart de ces autres téléphones le font, mais ils gardent, par exemple, voyez, une bande en dessous. Pourquoi ils gardent une bande en dessous? C'est tout simplement parce que l'écran, pour contrôler l'écran, vous avez besoin des display drivers, qu'on appelle ça. Donc, c'est un petit circuit imprimé qui contrôle littéralement ce qui va s'afficher sur l'écran. Et malheureusement, ça doit bien souvent se trouver sur le bord de l'écran quelque part. C'est obligé, il y a un endroit où ça doit se connecter. Du coup, bien souvent, ce bord-là, que vous voyez en bas d'un téléphone, et même sur le Galaxy S9 ou S9 Plus, ou même n'importe quel téléphone, vous aurez forcément un bord quelque part. Bon, le problème que moi je vois ici, c'est que du coup, en haut, vous voyez là, aucun bord, c'est génial. Alors là, c'est ultra fin, et puis en bas, on a un bord. Donc ça gâche un petit peu l'effet. Moi, je préfère largement plus, limite, le cas de Apple où la bordure est la même partout, et puis il y a l'embout, le notch, qui, voilà. Ou alors l'approche de Samsung qui dit ok, on s'en fiche, on va faire un écran quand même assez large et on va rajouter une bordure en haut et en bas de la même taille, comme ça c'est symétrique, c'est beau, même si on n'essaie pas d'avoir l'écran le plus grand possible, c'est beau, c'est nickel. Et puis on essaie sur le bord du téléphone d'avoir l'écran le plus fin possible. Et c'est le cas sur le S8, à partir du S8 jusqu'au S9, évidemment. Le design fait en sorte que vraiment le bord sur le côté il est presque inexistant. Donc personnellement je préfère cet aspect là où justement, comme je dis, faire comme Apple et essayer de faire une certaine symétrie même s'il y a ce truc là. Par contre les autres constructeurs, selon moi ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ils font ça, quoi. Après je sais qu'il y a besoin de mettre le display driver, mais bon, honnêtement je suis pas un grand fan de cette approche là. Je pense que des compagnies telles que Essential Phone le faisaient beaucoup mieux. Ils l'ont même fait avant Apple, en quelque sorte, il faut le tenir compte. Donc, techniquement, c'est Essential qui a lancé un petit peu la mode, mais bon, on sait tous que c'est l'iPhone X qui l'a un petit peu plus provoqué. Après, honnêtement, je ne comprends pas trop. Selon moi, c'est une mode un petit peu ridicule. C'est vraiment une mode ridicule. C'est pas très beau et ça n'apporte pas grand chose, honnêtement. Donc ouais, honnêtement je préférerais que quand vous voyez le Oppo R15, si la bande noire ici était symétrique avec la bande noire au-dessus et que du coup il n'y avait pas le notch justement, il serait plus beau selon moi. Donc ouais,
Je suis pas convaincu. C'est un petit peu aussi un autre design qui ressort un petit peu plus. Ça fait depuis plusieurs années, c'est le côté arrondi des choses. Et d'ailleurs, ça se traduit même dans une autre news qu'on va voir après. Et cette news concerne Android P. Donc Android P, une prochaine version d'Android, après Android O, Oreo. Donc on ne sait pas encore ce que c'est. P, peut-être pour... quelle confiserie? Alors tous les noms d'Android, c'est le nom d'une confiserie pour ceux qui se demandent. Android Oreo, Android Nougat ou tout ça. Donc Android P, Android, je sais pas quoi. Si quelqu'un sait, je ne sais même pas. J'arrive même pas à penser à une confiserie qui commence par un P. Donc ma foi. Mais dans cette version-là, on va avoir justement le côté arrondi qui arrive aussi. Donc vous voyez que maintenant les notifications et tout ça, le rectangle est arrondi sur les côtés. Donc ça semble être un nouveau choix de design de Google. Et ça se voit directement dans le UI justement d'Android P. À peu près partout, vous verrez des trucs arrondis un petit peu comme ça. Il y a aussi des nouvelles mises à jour au niveau d'un petit peu les animations et tout ça. Donc il continue dans le material design. Je vous rappelle le principe un petit peu du material design. C'est de faire en sorte que l'interface graphique soit un petit peu comme du matériel justement, que ce soit comme des feuilles de papier qui passent l'une au-dessus de l'autre ou autre chose. C'est assez spécifique, il y a tout un papier rédigé par Google, vous pouvez lire, qui parle de cette philosophie-là. Et du coup, il continue un petit peu dans cette approche-là. On a aussi des petits trucs plutôt sympathiques, donc notamment encore un redesign du centre de notification, comme vous pouvez voir. Donc là, on avait vraiment, sur Android 8.1 et même le 7, c'était flat, c'est le plus simple possible. Maintenant, c'est genre, on va mettre des trucs arrondis. D'ailleurs, il y aura le support, et oui, c'est officiel, dans Android P, des téléphones qui auront une notch, le notch, justement le petit truc qui ressort. Donc, ma foi, ce sera supporté officiellement, et les développeurs pourront mieux gérer ça. Donc, comme vous pouvez voir, juste des comparaisons, donc Android 8.1 à droite, Android P à gauche, et juste plus d'arrondi. Donc, j'ai l'impression que, et ça c'est une différence par rapport à iOS qui le fait aussi, j'ai juste l'impression en fait que au niveau design, on a eu une évolution où on est arrivé jusqu'à des designs hyper complexes et puis d'un coup on est retourné à des designs hyper simples et du coup on refait le même chemin en fait. C'est comme la mode peut-être en réalité. Du coup, prochaine version d'Android, on aura droit à des fonds transparents et la prochaine encore version d'Android, on aura droit à des multiples couleurs avec dégradés, attention à dégrader, hein. Ça c'est une chose folle qui existe. Et puis dans la prochaine encore version, on aura droit à des images en arrière-plan. Et du coup, on reviendra dans le monde de 2006, 2007, où tout était hyper coloré avec plein de dégradés, tout ça. Donc ouais, ma foi, c'est le cycle de développement d'interface utilisateur, je suppose. Plus de comparaisons, vous pouvez voir, vous aurez le lien dans la description évidemment. Ça, c'est un mode sombre, par exemple. Il y a aussi un nouveau contrôle, je ne sais plus où il est. Nouveau contrôle du volume, voilà, il est là. Peu de sympa. Pas trop... on verra bien ce que ça donnera un petit peu. Tout ce que je vois surtout, c'est que c'est plus accessible à la main, notamment si vous êtes droitier avec votre pouce. Donc ça, c'est une bonne chose. Moi, je suis pour plus de trucs accessibles depuis le pouce. Et évidemment que ce soit configurable. Donc si vous êtes gaucher, vous pouvez le mettre à gauche. Ça semble logique. Et donc voilà. Plus de... C'est pas une énorme mise à jour, mais au moins c'est une mise à jour qui continue un peu dans le même principe. Il y a aussi des nouveautés niveau batterie, meilleure gestion de la batterie. Personnellement, j'aimerais vraiment une meilleure gestion du système qui permet de voir la batterie utilisée. Parce que honnêtement, je suis le seul quand je vais dans la batterie utilisée, à juste voir que j'ai joué pendant, aussi bien, j'ai utilisé une application pendant 4 heures d'affilée. C'est elle qui a pris toute la batterie, c'est sûr et certain. Hein. J'ai utilisé pendant 4 heures d'affilée. Et je regarde et ça me dit, ouais, ton application que tu as utilisée pendant 4 heures, elle a utilisé 3% de batterie. Alors que 50% de la batterie aussi bien est partie. Je suis en mode, what the fuck Android? Comment, depuis, à quoi ça sert même d'avoir les pourcentages de batterie honnêtement? Parce que moi, les pourcentages de batterie ne veulent rien dire sur Android. Je n'ai jamais vu une fois où je me suis dit, ah ouais, ça me permet de voir clairement qui a utilisé de la batterie. Tout ce que je me dis, c'est que si quelque chose a utilisé 1% de batterie, c'est qu'il en a utilisé énormément. C'est tout ce que je me dis, en fait. Donc, ouais. Et j'ai regardé un petit peu sur iOS. Justement, sur iOS, c'est là que c'est bien géré. Encore une fois, si on doit prendre quelque chose d'Apple, c'est justement ce qu'ils font bien. Et j'aimerais bien qu'on ait la gestion de batterie d'Apple sur Android. Justement, parce que sur iOS,
on voit clairement qui a utilisé quoi comme batterie. Donc, Google, si vous devez faire quelque chose pour Android P, c'est clairement ça, selon moi, parce que ça, ce serait une fonctionnalité que beaucoup de gens adoreraient. Ensuite, on passe un petit peu à des news un petit peu hardware. Donc, je vous rappelle que la série 2000 des Ryzen, donc les Ryzen Plus, une version un petit peu plus améliorée, qui sortira avec nouveau chipset, mais vous ne serez pas obligé d'upgrade votre carte mère, devrait bientôt arriver. On a quelques informations, il y a eu des leaks. Donc, pour le moment, on sait qu'il y aura un Ryzen 7 2700X, un 2700, 2600X, donc à peu près similaire à ce qu'on a jusqu'à maintenant, honnêtement. Des Weaker 16 threads sur le plus haut de gamme, des Seeker 12 threads sur le moyen de gamme, et puis vous avez les Ryzen 5 avec partie graphique intégrée qui composeront un petit peu le bas de gamme. Ils sont déjà sortis, je vous rappelle. Et au niveau des fréquences, petit upgrade. Donc si on considère que le 2700X est un remplaçant du 1800X, on a un retrait de fréquence en réalité. Par contre, si on le considère comme un successeur du 1700X, il y a une petite upgrade niveau fréquence. Donc voilà, c'est comme vous le voyez ou comme vous voulez le voir. Par contre, une chose est sûre, le turbo va un peu plus haut. Donc ça c'est cool. Les prix restent assez raisonnables. Vous voyez que le Ryzen 7 2700 qui sera certainement le plus intéressant selon moi. Donc Weaker 16 thread, 3,2 GHz de base comparé au 1700 qui était sorti justement l'année dernière et qui était à 3 GHz de base. Donc petit upgrade. Un sacré turbo parce qu'il va jusqu'à 4,1 et il sera $299. Donc à peu près le prix du 1700 quand il est sorti. Donc ça n'a pas de gros... On s'y attendait un petit peu, on va être honnête, c'est un peu comme Intel, on augmente de 100-200 MHz la fréquence et puis voilà quoi. Ce que j'attends surtout de moi de voir, c'est la différence niveau architecture. Évidemment, c'est juste une version plus, donc c'est pas une nouvelle architecture ou autre chose, c'est juste une version corrigée légèrement avec un nouveau processus de gravure. Donc on verra ce que ça donnera. Il y a eu quelques benchmarks qui ont linké. Donc là, il y a déjà les sliders officiels AMD, donc à prendre avec une énorme pincette. Vous avez aussi des benchmarks qui ont filtré. Et voilà, hop, ils étaient là, je me suis trompé d'onglet. Donc ils ont un petit peu filtré, qui montre que donc, le futur processeur, ce serait justement ce 2700X. Voilà. Et du coup, ce 2700X, ou ce 2000, je sais pas quoi, on ne sait même pas vraiment, arrive à battre les anciens Ryzen avec une marche plutôt confortable. Et le plus impressionnant, c'est qu'en single core, il atteint un 178 dans Cinebench comparé à un 1800X qui faisait un 157. Donc ça, c'est une bonne upgrade. Après, ça pourrait venir du turbo. Donc à prendre encore une fois avec des grosses pincettes. Pas de benchmark graphique pour le moment. Après, je m'attends pas à avoir des hausses incroyables ou autre chose. Moi, ce que je veux juste, c'est que un petit peu plus d'overclocking ferait pas de mal, même si je m'attends pas à ce qu'on en ait énormément. Et une consommation améliorée, ça ferait pas de mal, même si les Ryzen consomment déjà très peu, honnêtement. Si vous avez déjà regardé, ils consomment très peu pour ce qu'ils offrent comme performance. Mais si on allait encore un petit peu plus loin, ce serait mieux, parce que ça veut dire qu'on pourrait avoir des meilleurs Ryzen dans un ordinateur portable, ou tout simplement devoir mettre un moins gros refroidissement dessus pour le refroidir. Et ça, c'est une bonne chose pour tout le monde. Et aussi, j'aimerais tous les petits bugs un petit peu corrigés qu'on a eu un petit peu sur Ryzen. Bon, maintenant, il n'y en a plus de trop, mais il y a toujours un peu des problèmes de compatibilité de mémoire, par exemple. Juste des petits... Régler à peu près les petits détails comme ça. Et je pense que ce sera déjà une bonne... Enfin, pas une bonne upgrade, forcément, pour ceux qui ont déjà un Ryzen. Mais en tout cas, pour ceux qui n'en ont pas encore, ce sera un bon achat, quoi qu'il arrive, comparé à l'offre Intel. D'ailleurs, en parlant d'Intel, on a une petite news à propos de ça. Donc Intel, on a encore plus d'informations sur le Z390, donc ce mystérieux Z390 qui a été annoncé il y a je ne sais combien de temps. Chose qui était assez inattendue parce que Intel, ça a toujours été, vous avez insérer un numéro 70, 70 si vous préférez. Ensuite, vous avez le Z, insérer un numéro 70, voilà, plutôt comme ça. Donc le Z170, le Z270, le Z370. Et puis vous avez les H, 170, 270, 370. Et puis encore après, vous avez une version en 150, 250 ou 350. Donc ça, c'est version vraiment bas de gamme. D'ailleurs, ces cartes mères arrivent enfin pour la nouvelle génération. Donc ça, c'est une bonne chose. Mais lors de la dernière présentation justement de cette nouvelle génération, ils ont annoncé qu'il y aura un chipset en 390. Et ça, c'est assez inattendu parce que
Jusqu'à maintenant, ben, il n'y en avait pas. Et le plus gros chipset au-dessus de la version 70, donc du Z par exemple 270, c'était par exemple le X299 pour la plateforme ultra haut de gamme. Donc là, on se retrouve avec un chipset qui semble être un petit peu plus haut de gamme, mais on n'a pas vraiment plus de détails. Toutefois, ça a l'air de commencer à arriver, ce ne sera pas tout de suite, et les rumeurs indiquent qu'il y aurait peut-être un processeur weaker dessus, donc pour te contrecarrer clairement les plans d'AMD. Maintenant, il y a plusieurs questions qui se posent. Est-ce qu'il y aura plus de lignes PCI Express dessus pour justifier que c'est un nouveau chipset? Est-ce qu'on pourra utiliser des nouveaux processeurs qui sont en rumeur sur aussi du Z370, où on sera obligé de prendre le 390, ce qui serait une grosse claque aux gens qui veulent upgrade. Est-ce qu'on aura peut-être plus de channels au niveau de la mémoire, Qu'est-ce qu'on aura en plus en fait? C'est vraiment ça. On sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que ça arrive et que c'est confirmé, mais on ne sait pas trop ce qu'Intel veut faire avec. Donc j'espère qu'Intel va pas encore faire son Hey, on a sorti le 8700K, c'est un très bon processeur Seeker. Limite, vous n'avez même pas besoin des gros Intel Extreme à je ne sais combien de milliers de dollars. Mais on va sortir un Weaker aussi. Donc déjà, ça fait une claque aux gens qui viennent d'acheter un Seeker. Et puis en plus, si vous voulez upgrade vers ce Weaker, vous êtes obligé de changer de carte mère encore une fois. Donc ouais, j'espère qu'ils vont clairement pas faire ça parce que là, il y aurait beaucoup de gens qui seraient un petit peu énervés. Autre news assez intéressante, c'est que ASRock voudrait rentrer dans le marché de la carte graphique. Alors, l'histoire d'ASRock est un petit peu spéciale. Il faut savoir qu'ASRock, c'est une sous-filiale à la base, en tout cas, d'Asus. D'où la ressemblance. Au début, je regardais les premières cartes mères ASRock, on aurait dit des cartes mères Asus, mais genre version un peu plus cheap. Depuis, les deux compagnies se sont assez bien séparées au niveau de leur identité, et même ASRock a commencé à faire beaucoup plus de haut de gamme, alors qu'au début, c'était plus genre Asus haut de gamme, ASRock bas de gamme. Limite, c'était une société vraiment créée pour justifier de faire du bas de gamme. C'est pas la première fois que des sociétés font ça. Et maintenant, il voudra entrer sur le marché de la carte graphique. Alors, pas pour les raisons que vous attendez, c'est plus genre pour les cryptocurrencies apparemment. Donc ouais, juste pour faire des cartes pour miner des bitcoins, non. Miner de l'Ethereum ou je ne sais quelle cryptocurrency, puis acheter des bitcoins qui vont finir par perdre leur valeur, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ouais, apparemment ils sont intéressés et ils feraient des cartes AMD d'ailleurs, parce que les cartes AMD évidemment se débrouillent mieux au niveau minage de cryptocurrency. Et donc, ils veulent juste en profiter un petit peu de cet argent-là. J'ai juste envie de dire, selon moi, mauvaise raison pour entrer sur le marché. Surtout que l'une des raisons par laquelle on a pas mal de problèmes de cartes graphiques en ce moment, c'est que les constructeurs ne veulent pas hausser la production. Il y a pas mal de vidéos intéressantes. Il y avait par exemple une vidéo sur Gamer Nexus, de Gamer Nexus qui parlait de ça, où ils ont parlé avec des gens de l'industrie. Ils disent qu'ils peuvent pas juste genre... Oh, on n'a pas assez de cartes graphiques, on augmente la production, et puis hop, la semaine d'après, il y en a plus. Non, ça ne marche pas comme ça. Il faut des semaines et des semaines pour augmenter la production, au point même qu'il faut même des mois. Donc, imaginez, les cryptocurrencies, c'est le boom. Oh, le Bitcoin a des prix records, l'Ethereum a monté en conséquence. Plein de gens achètent des cartes graphiques. Eh bien, vous êtes en mode, il faut faire plus de cartes graphiques. Et du coup, là, vous êtes en mode, on va rajouter une ligne de production pour vraiment booster la production. On va pas juste genre augmenter un petit peu la production, non, on va la booster. Il vous faut 4 mois pour le faire. D'ici les 4 mois, le Bitcoin crash. Qu'est-ce que vous faites avec votre investissement? Vous le mettez où je pense. C'est vraiment ça. Donc, pour le moment, il n'y a aucune marque qui veut prendre le risque. Ils en profitent des prix, ils en profitent de vendre un maximum de cartes graphiques autant qu'ils en peuvent en sortir. Mais ils ne vont certainement pas prendre le risque de rajouter des vraies lignes de production ou autre chose. S'ils peuvent rajouter un petit peu plus d'employés pour aller un petit peu plus vite, les assembler un petit peu plus vite, essayer de sécuriser plus de stock de GPU, ils le feront, hein. Mais augmenter la production, ils ne le feront pas. Et du coup, je suis assez étonné de voir que ASRock veut rentrer dans le marché de la carte graphique spécialement pour ça, parce que c'est une mauvaise idée selon moi, parce que, on va être très honnête, le Bitcoin continue de fluctuer pas mal. Il reste à un prix raisonnable, mais il fluctue pas mal. Et le plus gros problème avec le Bitcoin actuellement, de toute manière, et je parle du Bitcoin parce qu'il influence toutes les autres cryptocurrencies, et c'est vraiment le cas. Si vous regardez les courbes d'échange des autres cryptocurrencies, ça suit le graphique du Bitcoin. Pourquoi? Parce que la plupart des gens,
minent de l'Ethereum ou autre chose. L'Ethereum encore se débrouille pas mal à lui seul, mais il y a pas mal de gens qui minent des cryptocurrencies et des rééchanges contre d'autres cryptocurrencies ou même contre des bitcoins justement. Du coup, elles sont toutes liées, bien souvent quoi qu'il arrive, et donc s'il y a encore un crash ou autre chose, ça va poser d'énormes problèmes, justement pour ce genre de constructeur. Et aussi, le problème que j'ai encore, et je continuerai d'avoir avec le Bitcoin et les autres cryptocurrencies, c'est que ce n'est pas une monnaie faite pour acheter. C'est une monnaie, pour le moment, c'est un fonds d'investissement pour pas mal de gens. Tu investis dans du hardware pour miner la cryptocurrency. C'est un fonds d'investissement. C'est comme acheter des actions d'Apple. Sauf que là, tu peux acheter des machines pour, en quelque sorte, augmenter l'action d'Apple. Donc ouais, c'est vraiment ça, en fait. C'est juste genre... C'est un fonds d'investissement. Et donc, selon moi, ça ne vaut pas la peine d'investir dans ce genre de choses si c'est juste un fonds d'investissement comme les autres, parce que vu la fluctuation actuelle, il y a de meilleurs plans. Si vous voulez un bon plan à long terme, vous pouvez toujours acheter de l'or. Ça, vous serez toujours tranquille avec l'or. On peut pas se tromper. Les voitures de collection, ça marche bien aussi, hein, si vous avez beaucoup d'argent qui traîne. L'art, c'est toujours un bon plan aussi. Les vieux meubles, ouais, toujours un bon plan. L'immobilier, dans certaines régions, ça va, hein, c'est plutôt raisonnable. Ça rapporte pas autant que le Bitcoin, c'est sûr. Mais au moins, quand vous achetez de l'or, vous êtes sûr que votre or va pas juste perdre 3/4 de sa valeur la semaine d'après. Et ça, je pense que c'est quand même un bon point positif. Et surtout, soyez raisonnable si vous faites ça. Juste investissez ce que vous pouvez vous permettre de perdre. Vous êtes en mode, je peux investir 100 euros. Mais investissez 100 euros. Si vous gagnez 200 euros, tant mieux. Réinvestissez ces 200 euros si vous voulez. Mais ne vous amusez pas à prendre des prêts sur votre... Il y en a qui font des prêts, qui mettent leur maison en truc genre... Oh, je vois que la caméra n'a plus de batterie. Bon, c'est pas grave. Il y a des gens qui font pas mal de conneries, quoi qu'il arrive. Et enfin, une dernière histoire, alors que la caméra est totalement morte, ce que je ne comprends pas parce qu'il y avait 3 barres de batterie. J'ai acheté une batterie sur Amazon Duracell, qui est pourtant une grosse marque, mais franchement, je ne suis pas convaincu des fois par la batterie parce que, comme vous avez pu voir là, ça m'affiche 3... En fait, le truc, c'est qu'elle a une bonne durée de vie, mais elle passe de 3 barres à 0 en 10 minutes. Donc, j'ai une bonne durée de vie, presque aussi bonne que la batterie de base, mais c'est juste que je ne sais pas quand elle va d'un coup mourir ou autre chose. Donc ça, c'est un petit peu gênant. Dans tous les cas, comme on parle de batterie, Tesla qui commence à tester Alors, ils ont déjà testé les semi-trucks qui sont construits. Ils avaient déjà indiqué qu'ils avaient testé des prototypes déguisés comme tracteurs, oui, comme camions classiques. Mais maintenant, ils ont testé vraiment un des premiers pré-modèles de production, on va dire, en conditions réelles, tout simplement. Donc ils en ont 2, vous voyez, un gris et un noir. Donc le noir a la version un petit peu plus, vous voyez, avec le moins de... Il est moins haut, donc c'est la version un petit peu plus genre grande ville, alors que le gris c'est plus la version vraiment autoroute, avec grosse remorque derrière. Donc qu'est-ce qui transportait? Des batteries en fait. Donc ça allait de la Gigafactory jusqu'à l'usine d'assemblage de pas mal de Tesla, que je ne sais plus trop où elle est, mais c'est en Californie quoi qu'il arrive. Et du coup, le voyage est plutôt assez intéressant parce que la Gigafactory est à très haute altitude et ça va jusqu'à pratiquement au niveau de la mer. Et le camion va devoir refaire le chemin inverse. Donc, à l'aller, il descend en pente avec toute sa charge et au retour, il est vide et il remonte le truc. Ce qui fait apparemment un voyage d'un peu en dessous. Donc, c'est 400, je crois, 400 et des miles, 480 miles ou je ne sais quoi. Donc c'est juste en dessous de la portée indiquée par Tesla. Du coup, ça va être ça va être un très bon test en fait. Donc on verra bien ce que ça donnera. Je ne sais pas si Tesla partagera beaucoup de détails, mais moi je suis assez intéressé. Je reste sceptique, mais j'espère. C'est genre, j'espère le mieux, mais je m'attends au pire. Ça c'est une phrase assez connue quand même. Donc j'espère que ça ira bien, ce sera nickel, mais je m'attends quand même que ce soit pas non plus génial ou autre chose, ou qu'il y ait des problèmes de production. Donc ouais, on verra bien. Personnellement, je dois bien avouer aussi que j'ai un petit peu moins de mal avec le design maintenant que je les vois un petit peu plus. Bon, j'ai toujours un petit peu de mal, mais genre la version noire est assez classe, honnêtement. Mais bon, je pense que les Américains aussi ont beaucoup plus de mal avec le design, parce que les camions américains sont très, avec un avant très proéminent.
si vous avez déjà vu les bons vieux camions américains. Alors que ce design-là est très... ça fait très européen en fait, ça fait un peu plus camion européen. Où nous on a un design très genre l'avant est vraiment plat ou autre chose. Donc ouais, on verra bien ce que ça donnera, ces petits camions Tesla. Une chose est sûre, s'ils réussissent, ça pourrait être très intéressant pour le marché du transport, même s'il y a d'autres problèmes évidemment. On en avait déjà parlé par le passé, hein. Je vous rappelle que pour recharger un de ces camions-là, le gros problème c'est si X milliers de sociétés achètent des camions comme ça, le réseau électrique ne suivrait plus hein, pour recharger autant de camions à la fois. Donc ouais, je tiens à le préciser qu'il y a encore pas mal de choses à faire, mais c'est quand même intéressant. Donc voilà. Du coup, c'est à peu près tout pour ce Texama Show. J'espère que vous avez bien apprécié. On devrait se retrouver du coup semaine prochaine ou semaine d'après pour un autre Texama Show. Je sais pas parce que semaine prochaine je suis... le week-end, je ne suis pas là, donc j'essayerai de tourner un épisode à l'avance, mais je ne peux rien garantir. À la limite, je pourrais faire une autre vidéo à l'avance, parce que évidemment, si je parle d'actualité, je ne peux pas faire la vidéo à l'avance, parce que je ne peux pas créer de l'actualité à l'avance. Ce n'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. Mais bon, du coup, merci à tous d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser votre avis, que ce soit en pouce bleu, pouce rouge, en commentaire. On se retrouve pour un prochain Texama Show, et je vous dis salut à tous.